Controversé par certains et célébré par d'autres, l'article 242 du Code électoral du Bénin définit les conditions d'attribution des sièges des députés à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives. Cet article dispose plutôt que les sièges aux différentes listes en présence s'effectuent selon le système de quotient électoral. Selon les listes ayant recueilli au moins 10% du suffrage valablement exprimé au plan national, se voient attribuer les sièges sans que le nombre de listes éligibles soit inférieur à 4. Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, toutes les listes sont éligibles à l'attribution des sièges. Depuis l'avènement du nouveau code, cet article 242 fait polémique. Une polémique qui a conduit les acteurs du dialogue politique à en faire cas dans les échanges afin de revoir certaines dispositions du dit code. Au terme des recommandations faites par les experts, le libellé de l'article 242 nouveau a sauté l'un des pans querellés de l'article 242 ancien. La deuxième condition, celle qui fait obligation d'au moins 4 listes éligibles pour l'application des 10%, a été supprimée. C'est au regard de tout ceci que votre émission Mercredi Politique de ce jour se propose de discuter de la problématique de la répartition des sièges lors des élections législatives, cas pratique de l'article 242 proposé par les experts. Pour faire cet exercice, je reçois pour vous 3 invités. Il s'agit bien de Jérémy Bataheri, juriste, doctorant en droit privé. Bonsoir. Merci, bonsoir Monsieur Babatunde. Je précise que je suis doctorant en droit public. Toutes mes excuses. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau. En face de lui, j'ai Monsieur Augustin Sodinou. Vous êtes acteur politique, membre du Bloc républicain. Bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir les téléspectateurs de E-Télé. C'est un plaisir toujours de partager ce plateau avec vous. Pour finir la présentation de mes invités sur ce plateau, je reçois Patrice Rounyeva. Vous êtes juriste, homme politique, précisément chef d'arrondissement de Hevier. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci de nous faire le plaisir de venir sur ce plateau quand on se réfère un peu au calendrier un peu chargé des chefs d'arrondissement, des maires et autres. Le plaisir est toujours partagé. Chers invités, l'article 242 du Code électoral, celui-là proposé par les experts, on va faire l'exercice avec chacun de vous. Je commence d'abord avec vous, Jérémy Bataheri. Que peut-on retenir de cet article 42 si on doit faire un parallèle entre l'ancien et le nouveau? C'est vrai, avant de parler du nouveau, il faut parler de l'existant. Après le vote du Code électoral en 2018, l'article 42 a fait polémique. La Sénat, qui est l'institution chargée d'organiser les élections, a donné une interprétation. D'abord, elle a eu une démarche de consensus, une démarche qui a consisté à inviter tous les partis politiques à venir, et l'ensemble des membres de la Sénat a donné une explication de comment est-ce que la Sénat va appliquer cet article 242. Je crois bien que nous n'ayons pas une mémoire courte. Cet article a fait vraiment polémique. Et je crois que au-delà même de la Sénat, il y a eu des sociétés savantes qui se sont intéressées à la question. Je voudrais citer le cas de l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques qui a fait un écrit sur cet article. Un document. Oui, exactement, qui dit que comprendre l'article 242 du Code électoral. Je pense que après les législatives du 28 avril 2019 et après le dialogue politique qui a été initié par le chef de l'État, les partis politiques, les acteurs politiques se sont rencontrés, ils ont discuté et ils ont retenu qu'il fallait nettoyer un peu cet article pour qu'il soit un peu plus accessible. On va dire qu'ils ont retenu de nettoyer ce code en parlant aussi de cet article qui y figure. Oui, exactement. Il fallait quand même rendre cet article plus intelligible pour qu'il n'y ait pas de malentendu autour de l'interprétation. Et c'est ce que les experts ont fait en proposant que désormais c'est 10%. Tout parti politique doit avoir 10% avant de prétendre à prendre part à la répartition des sièges lors des élections législatives.
je pense que c'est une avancée qu'il faut saluer, parce que quand il y a problème, il faut trouver des solutions. Il ne faut pas rester là pour s'alarmer, et je pense que les acteurs politiques ont vu juste de revoir l'article pour qu'il soit moins chrysogène, pour qu'il soit bien connu de tout le monde et qu'il n'y ait plus de polémique. Et c'est ce qui, je pense que l'Assemblée nationale ira dans ce sens lorsqu'elle sera saisie de la proposition de loi qui a été envoyée. Je pense qu'elle va maintenir le cap. Et puis, il faut, en nettoyant cet article, et on le souhaite vivement, parce qu'il faut le faire pour le grand bonheur de tout le monde. Tout le monde. Voilà. On va le faire pour le grand bonheur de tout le monde. C'est ça, votre avis. Monsieur Sodino, on fait le même exercice avec vous. Du 242 ancien au 242 nouveau, qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'on retient de façon fondamentale, c'est que le Bénin, avec l'initiative du président Patrice Talon, par le biais du dialogue politique, a voulu de façon résolue tourner dos à une page noire de l'histoire politique de notre pays. Au moment où c'est connu de tous que cet article du code électoral, l'article 242, a fait couler beaucoup d'encre et de salive, en ce que il y a même eu plusieurs séances d'interprétation, et surtout à cause de la tendance à vouloir l'interpréter en faveur de tel camp ou de tel autre. Chacun des camps, il tirait le drap de son côté. Exactement. Donc, il faut noter que pour les législatives de 2019, il n'y a pas eu de problème. On n'a pas eu à l'appliquer parce qu'il y a pas eu de problème à l'appliquer. Respecté. Et il faut disposer maintenant pour l'avenir pour que, en voulant régler un problème, que d'autres problèmes ne surviennent. Donc c'est en ce sens que les résolutions issues du dialogue et reformulées maintenant par le comité d'experts a fait une proposition, une autre à la place de l'ancien 242 pour rendre un peu plus fluide, un peu plus accessible, un peu plus compréhensible les thèmes dans lesquels s'articule cet article 242 nouveau. Voilà. Évidemment, vous êtes acteur politique, un peu comme M. Sodino, mais de l'Union progressiste. Nous avons tous vu, comme l'a rappelé M. Sodino ici, comme je l'ai rappelé dans mon introduction, que cet article 242 a porté à diverses interprétations, mais heureusement ou malheureusement, nous n'avons pas eu besoin de pouvoir l'appliquer parce qu'il n'y avait pas en compétition plus de 4 listes et donc la solution était toute trouvée. On n'a pas eu à l'appliquer, les polémiques se sont tues. Mais puisqu'il faut disposer pour l'avenir, comme l'a dit M. Sodino, vous avez vu que les acteurs politiques présents au dialogue politique ont tous souhaité que cet article puisse être revu. Ce qui a été fait, ce qui a été consigné par le comité des experts, si on doit faire une comparaison, pour vous, est-ce une avancée? Merci, monsieur le journaliste. Je dois commencer déjà à saluer l'intelligence béninoise et le dynamisme des acteurs politiques de notre pays. Vous savez, les difficultés électorales ne sont pas l'apanage du Bénin. Et dans toute démocratie, il y a toujours des phases de difficulté. Ce qui importe, c'est la capacité des acteurs politiques à transcender ces difficultés, à aller de l'avant. Ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui relève simplement de l'intelligentsia béninois, qui, une fois encore, est en train de savoir comment faire une pause et réfléchir pour mieux adapter les tests à la préoccupation nationale de nos citoyens.
Vous savez, une réforme électorale doit toujours être une réponse à des préoccupations du peuple. Une réforme électorale ne doit pas simplement être une réponse à la volonté de quelques groupes d'individus d'accéder à certaines fonctions électives. Et dès lors qu'on se glisse un peu dans le sens d'en faire un instrument qui favorise un groupe donné, on passe carrément à côté. Ce qui s'est passé en 2018, j'ai eu le temps, ici même sur ce plateau, j'ai été reçu pour parler de cet article 242. J'avais dit à l'époque, un peu avant même que la Sénat ne clarifie et que la Cour, saisie par le collègue Noureddine également, ne statue sur la question, j'avais dit ici que en vérité, on a tellement voulu réduire, restreindre le champ que finalement, on était tombé dans un non-droit, finalement. C'était totalement une insuffisance législative dans la mesure où, tel que c'était conçu, finalement, l'objectif qui était poursuivi n'était plus du tout atteint. Donc, c'était devenu un article inapplicable en l'état, dans la mesure où j'ai lié à un moment donné cet article à un autre article de la charte des partis politiques. Vous savez, vous ne pouvez pas au même moment qu'au niveau de la charte des partis, vous mettez des conditions qui renvoient à une envergure nationale des partis, ne mettre aucune disposition dans le code électoral pour encourager ce caractère national des partis. Et donc c'est pour ça que j'étais totalement contre ceux qui pensaient que au même moment qu'on recherchait l'envergure nationale des partis, il ne fallait pas mettre une disposition dans le code électoral pour accompagner cette vision-là. Et donc c'était vraiment bien vu de trouver dans le code électoral qui est le nôtre une disposition qui accompagne le caractère national qui est recherché aujourd'hui pour nos partis politiques. Mais en voulant le faire et en voulant trop bien le faire, on est tombé dans une situation où finalement c'était inapplicable. Parce que déjà, en parlant de 10%, c'était déjà suffisant. Mais on a voulu encore aller au-delà. Pour réduire encore davantage, et en voulant réduire davantage, on tombe dans une situation où la condition devient inapplicable. Parce que en voulant encore restreindre davantage après les 10%, on est tombé dans des chiffres de 4, et on se rend compte que la réforme de la charte des partis politiques n'ayant pas abouti, on était en position de ne plus avoir au moins 4 listes en compétition, et dès qu'on n'a plus 4, on est obligé de dire que si ça n'en est pas 4, ce n'est plus tout le monde ne l'applique pas. Tout le monde participe au partage. Or, la vision en réalité, c'est de permettre au peuple béninois et au regroupement politique de savoir si vous ne vous regroupez pas pour être grand nationalement, vous ne participerez pas au partage des sièges. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu une évolution significative. On a juste supprimé le trop plein de mesures qui étaient mis en place dans l'ancien 242. Vous allez voir que les 10% qui sont demandés au plan national sont maintenus. Ce qui est simplement enlevé, c'est la partie de sans qu'on ait au moins 4 listes éligibles, et après de dire en cas où il n'y a pas 4 listes. Donc, ce sont ces paragraphes-là qui sont simplement on a simplement la partie qui prêtait à confusion. Aujourd'hui, on a effectivement un article qui accompagne l'autre article de la charte des partis politiques, qui encourage le regroupement national des partis et qui évite que nous ayons au Bénin des partis de quartier, des partis d'arrondissement et des partis communs. Monsieur Sodinou, vous aviez entendu Monsieur Rougneva qui parlait tout à l'heure de cette confusion que cet article avait semé, et il rappelait un peu que cela était plus ou moins en contradiction avec la volonté, l'objectif qui était de pouvoir amener les partis à se regrouper. J'aimerais juste m'appesantir sur ce pourcentage au plan national. Quand on parle de pourcentage au plan national, est-ce que cela ne met pas à mal l'essence de ce type d'élection? Quand on parle d'élection législative, c'est la plupart du temps dit entre griffes qu'on veut élire le fils du terroir. On fait les élections en termes de circonscription, alors on parle de représentativité au plan national. Il n'y a aucune confusion. Il n'y a aucune confusion qui naît du fait que un député est un élu national, même quand il est élu d'une circonscription électorale.
car lorsque le député siège à l'Assemblée nationale, il parle au nom du peuple. Il ne parle plus au nom de sa circonscription électorale. C'est ce caractère qui fait que cette disposition a été la bienvenue pour finir avec les clubs électoraux, pour finir avec des partis qui sont prépondérants dans des zones données et qui sont pratiquement inexistants dans d'autres zones. On ne va pas parler des partis du Nord, des partis du Sud et autres comme non, j'ai parlé de zones, je n'ai pas parlé de Nord ni de Sud. Vous savez, nous avons amorcé la démocratie dans notre pays dans les années 90. Nous avons fait du chemin. Et toute la classe politique, à l'unisson, avait appelé à la réforme du système partisan. Qu'on grandisse, qu'on ose, qu'on aille vers l'avant, qu'on expérimente quelque chose qui nous rassemble et qui fait de nous des gens sérieux qui ont envie d'expérimenter la démocratie comme ça se fait dans les grandes démocraties du monde. Au moment de se mettre dans l'application maintenant de ce vœu, c'est naturel qu'il survienne des difficultés. Mais le Bénin étant une terre qui surprend toujours, qui étonne toujours le monde, on arrive toujours à trouver la solution qu'il faut pour préserver la paix dans notre pays. Un élu, fut-il élu d'une circonscription électorale, dès qu'il arrive à l'Assemblée nationale, il répond, agit, défend le peuple béninois tout entier. Donc, je reviens à votre question en disant qu'il n'y a aucune confusion lorsque cet article nous amène à considérer le caractère national dans la prise en compte des répartitions de sièges pour toutes les parties prenantes à une élection législative dans notre pays. Oui, et M. Kodakeri, je vous voyais brûler d'impatience après que M. Rouilleva ait répondu. Mais à vous, je vais demander, on a dit 10%. 10%, n'est-ce pas insignifiant? Je pense que 10%, ce n'est pas insignifiant. Il faut rester dans l'esprit de la réforme du système partisan. Bien avant, vous savez, depuis 1990, date à laquelle le Bénin a renoué avec la démocratie, nous avons fait du chemin de 90 jusqu'en 2018, près de 30 ans. Il fallait quand même qu'on revoie le multipartisme intégral consacré par notre Constitution. Je précise qu'il n'est pas supprimé, mais il fallait quand même revoir les conditions dans lesquelles les partis sont créés. Vous savez, comme l'a dit l'autre, il y avait tellement de partis récépissés et on ne savait pas qui était qui et qui faisait quoi. Et tenez-vous tranquille, cette pléthore de partis politiques a mené à la fragmentation du tissu social. Et ça a fait que ce sont les individus qui sont forts, mais le parti n'existant pratiquement pas. Et quand l'individu se débrouille, il se bat pour être élu, il vient à l'Assemblée, il règne. Il règne et puis c'est là, on commence pas à négocier, on commence pas à faire du chantage aussi. C'est pas que la négociation. Donc, le parti, il n'y a pas de parti qui puisse mettre une pression sur lui. Donc, il est dans sa position, il dit, ben, je me suis débrouillé pour me faire élire, donc c'est un fonds de commerce. Donc, il pèse sur le président de la République. Quand on a besoin de voter des lois pour faire avancer le pays, lui, il est là, il dit non, c'est pas ça qui l'intéresse, il faut qu'il prenne de l'argent. Alors, la réforme du système partisan veut que nous ayons des partis forts. Donc, c'est le parti qui va donner la ligne à suivre. Donc, ce n'est plus l'individu, ce n'est plus l'élu qui va donner le mot d'ordre, c'est le parti. Donc, il est obligé de se discipliner. C'est le mot d'ordre donné par le parti qu'il va suivre. Donc, voilà un peu l'esprit de la réforme. Et cette réforme ne vient pas seulement du chef de l'État, M. Patrice Talon. Cette réforme-là a été annoncée par ses prédécesseurs qui n'ont pas pu la concrétiser. Mais lui, il a pris sur lui la responsabilité d'aller au bout, quoi que cela lui coûte. On ne peut pas lui en vouloir de faire la réforme.
Maintenant qu'elle est faite, s'il y a des couacs, il faut qu'on ait le courage de nettoyer. Il faut avancer dans la vie. Il faut quelqu'un pour prendre une décision. Il faut quelqu'un pour défoncer une porte. Mais lui, il a pris sur lui la responsabilité de défoncer la porte. Aujourd'hui, nous sommes au Bénin, à l'heure où nous parlons, à moins que je me trompe, nous n'avons que 9 partis politiques. Contre plus de 200 par le passé. Voilà. Vous voyez l'écart. Et je suis encore certain que le chiffre 9 là, beaucoup vont encore baisser. On va encore le réduire. On va encore le réduire puisque il y a dans la charte des partis politiques une disposition qui veut que si un parti politique ne participe pas de façon consécutive 2 fois aux législatives, que ce parti soit complètement perde son statut juridique. Donc, les pouvoirs publics seront très regardants, vont appliquer la loi avec toute la rigueur. Si vous êtes un parti politique et que vous faites, il y a 2 élections législatives consécutives qui passent que vous ne présentez pas de candidat, mais vous allez perdre votre statut juridique. Vous l'avez vu. Donc, c'est dit simplement qu'actuellement, il ne suffit pas d'avoir le statut, il faut savoir l'exercer. Oui, sinon vous allez le perdre par des études. Pourquoi on crée un parti politique? C'est pour animer la vie politique, c'est pour compétir. C'est pourquoi j'en appelle à la vigilance des autorités pour que les dispositions de la charte soient rigoureusement appliquées, pour que chaque fois que un parti politique ne va pas présenter des candidats à 2 élections consécutives législatives, que ce parti perde son statut juridique. Et je pense que dans ce sens, nous allons avancer. Il faut que nous ayons des grands rassemblements politiques. Les acteurs politiques, ils sont là en face. Je vois aussi, je suis militant aussi, je vois. Quand les gens se rencontrent aujourd'hui, vous voyez, je vois que tout le monde est représenté. Tout le pays est là. Vous entendez toutes les langues du Bénin. Vous voyez tous les visages du Bénin. Ce qui n'était pas le cas. On se connaît mieux. Il faut créer ce brassage-là qu'on a déjà perdu. Il faut revenir à ce brassage. Les gens quittent de tous les coins du Bénin. Ils se retrouvent dans un coin du Bénin pour parler politique, pour parler développement de leur pays. Je pense que il faut qu'on en arrive là. C'est bien l'objectif de la réforme du système. Exactement. Donc il faut. Donc elle est irréversible cette réforme, et puis elle est à saluer. Je pense que il faut toujours avancer. C'est pas quand quelque chose ne va pas, il faut pas rester là à pleurnicher. Il y a des spécialistes de l'immobilisme. C'est eux. Les théories, c'est qu'il faut tout faire pour rester sur place. Pour rester sur place. Ils sont dans l'immobilier et montrer que ce qui se fait n'est pas bon. Donc il faut avancer. Je vous voyais tout à l'heure sourire lorsque je demandais si 10% ce n'est pas insignifiant. Vous êtes acteur politique et peut-être bien que vous n'êtes pas de même avis que M. Pandaheri. Parce que pour moi, 10% au plan national, c'est rien. Merci mon frère. Vous avez vu, j'ai dit mon frère parce que je vous veux dans l'arène politique. Je vous veux aller au suffrage pour comprendre que l'enjeu il est important. Et lorsqu'on dit que vous allez à une élection et qu'au plan national, votre formation politique devait avoir 10% des suffrages, on vous demande simplement de tourner votre tête 10 000 fois avant de vous positionner sur la ligne de départ. On vous demande simplement d'aller régler vos problèmes internes et d'être unis. Vous savez, l'un des objectifs de la réforme du système partisan, c'est également de réduire les crises au sein des familles. Mais on était dangereusement en train d'aller vers une situation où dans la même famille, on peut avoir, où il y a 10 membres, on peut avoir 10 partis. Au nom de Dieu, c'est la fracture à l'échelle élémentaire, micro de notre société. La réforme aujourd'hui, je vous le dis, regardez, quand vous prenez mon parti aujourd'hui, Union Progressiste, il vous arrive parfois de sourire quand vous voyez des gens que vous
quand vous étiez en train de naître, vous n'avez jamais imaginé voir ensemble un jour en train de parler même chose. Vous les voyez aujourd'hui. C'est aussi ça, la vérité de cette réforme. Donc ce n'est pas qu'un instrument d'animation politique. Cette réforme permet également de souder, il a dit rapidement tout à l'heure, ça permet de souder les Béninois et les Béninoises entre eux. Et je vais vous dire 10%. C'est pour ça que j'étais vraiment en prière. J'étais vraiment en prière parce que au cours de ce séminaire, de ce dialogue, j'ai entendu des propositions de certaines formations politiques dire qu'on n'a qu'à ramener les 10% à l'échelle de la circonscription. Au nom de Dieu, j'ai tenu la tête, j'ai dit si jamais on fait ça, on recule. On recule et on reviendra à la situation d'avant. Ça veut dire qu'on revient derrière pour venir encourager alors des partis à dominance de circonscription électorale. Ça veut dire quoi? Je peux donc, lorsque je suis de la 6e comme moi, de Calavi, je peux donc créer mon parti et miser tout ce que j'ai comme effort au niveau de Calavi. Et donc obtenir donc rapidement les 10% au niveau de Calavi. Et donc représenter que quoi? Je ne représenterai pas en ce moment-là le Bénin à l'Assemblée, mais j'irai représenter Calavi. Et ça, c'est dangereux. Ça aussi, c'est l'un des objectifs de la réforme. Les élus qui sont des élus que la Constitution dit clairement dénommés élus nationaux doivent avoir la capacité d'appréhender les questions au plan national. Vous savez, dans le schéma électoral, c'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez dans le schéma des partis politiques aujourd'hui, aucune organisation ne révèle des circonscriptions électorales. L'organisation, il révèle le quartier, il révèle la commune et il révèle la nation. C'est comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez vous aspirer à parler au nom de la nation, vous devez connaître les réalités nationales. Et un parti qui a une envergure nationale veut dire simplement, c'est ce parti qui est capable de parler des 77 communes du Bénin. C'est un parti qui est capable d'avoir la même force de représentativité au niveau des 77 communes du Bénin. Et donc, c'est un parti qui, une fois à l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont, les collègues ont dit quelque chose de très important tout à l'heure. Notre constitution et les nouvelles réformes sont en train de ramener progressivement les partis politiques dans leur rôle. Nous étions également dans notre pays dangereusement en train d'aller vers un système où les partis vont être mis à côté. Et ce sont des individus. Ce sont des groupes qui ne sont pas des groupes constitués partis politiques qui fabriquent des personnalités qui viennent au devant de la scène et qui prennent le pouvoir. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus, sous la bannière de société civile, aller à une élection. La seule élection où vous pourriez, dans notre pays, en tant que personnalité influente et autres, postuler, c'était l'élection présidentielle. Mais aujourd'hui, avec la réforme en cours et le système de parrainage, on vous sort de là aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que définitivement, on est en train de quitter le système où, sous la bannière de société civile, donc se cachant derrière des postures pour ne pas aller au devant de la scène, aller faire des propositions de gouvernance, aller faire des contre-propositions, mais se cachant simplement derrière société civile pour, au jour du scrutin, sortir seulement de l'eau et devenir chef. C'est progressivement ces choses-là que notre réforme est en train de mettre derrière nous. Et je dis aujourd'hui, dans ma tête, les 10%, je dois vous dire la vérité. Si on veut mon avis personnel, il est trop fort. Les 10%. Au nom de Dieu, il est trop fort à l'échelle nationale. Mais en même temps, je dis, si ça peut être pour nous l'occasion d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à partager les opinions, à travailler, parce qu'aujourd'hui, ça vous oblige à accepter les opinions diverses, même dans un parti politique. Regardez dans les grandes démocraties. Même au sein d'un parti politique, il y a des courants, il y a des divergences.
Mais c'est tout ça qui fonde la nation. La nation, c'est quelque chose de très varié et très important. Et donc aujourd'hui, je pense que le chef de l'État, au nom de Dieu, il a trouvé juste. Et la classe politique qui l'accompagne aujourd'hui est en train de faire un travail qui nous profitera des générations sur des générations. Parce que ailleurs, il n'y a qu'au Bénin où vous ne pouvez pas prendre publiquement au cours d'un congrès la parole pour proposer une vision contraire du président du parti. Il n'y a qu'au Bénin qu'on vit des situations comme ça. Aujourd'hui, avec la réforme du système partisan et les nouveaux partis qui naissent, je prends par exemple l'Union progressiste. Les tests de l'Union progressiste prévoient en son sein des courants qui peuvent naître et qui peuvent véritablement être défendus. Parce que c'est dans la diversité, c'est dans la compétition. La compétition doit d'abord être à l'intérieur du parti. De telle sorte que la vision qui porte, que ce qui sort du parti est en vérité la vision dominante. Et donc lorsque cette vision porte une candidature, c'est que c'est quasiment la majorité des membres du parti. Et donc des propositions qui sont susceptibles d'apporter des réponses fiables à la population qui sont portées au niveau du jeu électoral. Donc je pense en conclusion que les 10% à l'échelle nationale viennent effectivement renforcer le caractère national des partis, viennent également renforcer le fait que aujourd'hui un parti politique doit faire en sorte que vous soyez du nord, de l'est, de l'ouest, vous puissiez vous retrouver et réfléchir aux questions essentielles de la nation. Avoir une base nationale, M. Sodjini, juste avant votre question, juste en quelques secondes, un mot sur ce pourcentage. Ah oui, je m'en voudrais de ne pas opiner sur ça parce que j'épouse totalement ce que mes prédécesseurs ont dit. Je voudrais ajouter que les 10%, on ne dira pas que c'est insignifiant, en ce sens qu'on peut retourner un peu en arrière. Lorsque vous allez aux élections présidentielles au Bénin et que votre candidat obtient 10%, on le retourne, en tout cas il a le droit de retourner dans ses fonds de campagne. L'État a le devoir de lui restituer ses fonds de campagne. Ça veut dire que c'était déjà un seuil honorable, un seuil où même si le candidat n'est pas élu, il est reconnu comme un candidat sérieux. Un candidat qui a du poids. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, la réforme nous amène vers l'excellence, vers la prise au sérieux des affaires publiques par l'animation de la vie politique, par les partis politiques. Alors, on ne peut pas être parti politique sans aspirer à l'exercice du pouvoir. Comment il existait dans notre pays des partis politiques qui savaient pertinemment qu'ils ne peuvent jamais avoir des candidats aux élections présidentielles. C'était de l'amusement parce que on se cachait sous le vocal parti multipartisme intégral. On s'amusait un peu avec notre nation. Je crois que c'est fini tout ça. Quelqu'un a dit que c'est irréversible. C'est vraiment irréversible puisque personne ne viendra nous proposer la médiocrité. On cherchera toujours à avancer. Donc les 10%, c'est le milieu juste. Ce n'est pas trop fort, ce n'est pas faible, c'est honorable et c'est le minimum strict qu'un parti devrait, pour sa propre fierté, devrait obtenir à chaque fois qu'il s'agit d'aller à une compétition électorale dans notre pays. En tout cas, là, on reconnaît les acteurs politiques qui ne peuvent que défendre, qui ne peuvent que prêcher pour leur paroisse. Et vous refuserez même pas qu'on puisse aller à 5%, peut-être bien que vous vous inquiétez que ce seuil soit appliqué au niveau de la circoncision. Cela n'a pas été fait, heureusement. Mais 10%, en tout cas, moi, je ne suis pas militant d'un parti, je ne suis pas politique, je suis homme des médias. Et pour moi, quand je fais un peu de la mathématique, 10%, pour moi, c'est... En tout cas, ça, c'est mon avis. Les acteurs politiques savent bien ce qui se passe sur le terrain. M. Sodjini, une autre question pour vous. De façon pratique, qu'est-ce que ce nouveau test va apporter en pratique, dans la mise en œuvre pratique de ce test? Qu'est-ce qui va changer fondamentalement au niveau des partis? Quelle est cette implication? On ne va pas dire cette conséquence, mais quel résultat cela devrait produire sur nos partis politiques au Bénin? Le résultat que cette nouvelle disposition qui demande aux partis politiques
d'obtenir au moins les 10% des suffrages exprimés avant de pouvoir participer au partage de sièges, appelle une prise de conscience, appelle un état d'âme, un état de responsabilité au niveau de tout dirigeant qui est appelé à être à la tête de nos partis politiques, appelle aussi à la conscience qui s'intéresse à toutes les localités du pays. En ce sens que aucun parti ne va développer des stratégies qui leur permettent d'avoir des voix en un endroit Y et peut-être ne pas en avoir en un endroit X. Personne n'a envie de se créer, de se révéler ridicule. Donc, on répartit les chances du parti à remporter la victoire électorale sur toute l'étendue du territoire national pour s'assurer les 10% avant de prétendre sauver même le siège là où le parti est dominant. Car si on s'amuse à négliger des localités où le parti n'est pas animé par des hommes forts, et qu'on se concentre là où le parti est fort, il peut arriver que le parti ait gagné tous les sièges là où il se trouve être fort, et le fait qu'il a négligé là où il n'est pas fort l'empêcherait d'obtenir les 10%, et de ce fait, il perdrait tout ce qu'il aurait pu avoir. Donc, ce que ça apporte de nouveau au niveau des partis politiques, c'est une meilleure gestion des partis politiques. La démocratie à l'interne des partis politiques. Ce n'est plus des hommes forts, comme l'a dit le CA, mais c'est des courants forts. C'est des idées fortes, qui portent une candidature ou qui portent tout ce que propose le parti politique aux électeurs. Donc, en définitive, c'est bénéfique pour les partis politiques. C'est quelque chose qui amène les partis politiques vers la recherche permanente de renforcement de la capacité, et qui passe naturellement par la formation des militants, par la participation des militants et à la mobilisation des ressources financières nécessaires, la participation des militants à le combat politique, parce que la victoire ne dépend plus d'un seul individu, mais la victoire dépend finalement de l'ensemble des acteurs qui animent. Et pour finir, ça va aider les partis politiques à ne pas sous-estimer, parce que il arrivait dans nos partis politiques où il y a un groupuscule qui pense que c'est eux qui ont les moyens financiers, et parce qu'ils détiennent les moyens financiers, les autres qui n'ont pas de moyens financiers ne sont plus rien. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Puisque dans l'optique d'obtenir ces 10%, tout le monde sera pris en compte pour qu'on puisse atteindre de façon réelle, palpable, ces 10%-là, pour que le parti continue à exister, pour que le parti continue à être fort, pour que le parti prenne finalement le pouvoir d'État et les S. Monsieur Palahiri, il y a peut-être un piège ou peut-être une difficulté qu'on ne perçoit pas dans la façon dont cet article 242 nouveau a été formulé. Et c'est peut-être celui du fait que on peut se retrouver avec un seul parti qui prendra tous les députés. C'est dit simplement que s'il n'y a qu'un seul parti qui réunit les 10%, il va s'arroger tous les sièges. Ça veut dire qu'il n'a pas 10%, il a 100%. C'est ce que ça veut dire. En mettant 10%, le législateur, si l'Assemblée nationale adoptait en l'état la proposition des experts, en mettant 10%, on va dans une simulation, c'est qu'on a au moins, si on a 10 partis qui participent aux législatives, si chaque parti a 10%, ça veut dire qu'on a au moins 10 partis qui peuvent participer à la répartition des sièges. Ça, c'est une simulation, hein. Ça veut dire que tout le monde a 10,00, donc on peut avoir 10 partis. Les 10 sont éligibles pour le partage. Voilà. Mais, tel que
la configuration politique se présente et se présentera, ça va être vraiment une hypothèse. Ça va être vraiment un cas d'école, hein, c'est une hypothèse d'école. Sait-on jamais, nous sommes en politique. Je ne refuse pas. Ça va être vraiment une hypothèse d'école qu'un seul parti puisse avoir 10%, pour ne pas dire alors les 100%. Parce que la volonté du législateur, comme je l'ai dit tantôt, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de partis politiques plaisantins. Donc, M. Sodinou l'a martelé, il faut travailler dur pour chercher les 10%. Aujourd'hui, ce n'est plus une circonscription électorale qu'il faut viser et s'arrêter là, non. Il faut mouiller le maillot partout. Il faut faire en sorte que vous obteniez le maximum de suffrages dans chaque circonscription électorale pour vous permettre de participer à la répartition des sièges. Évidemment, s'il y a 9 partis politiques qui participent aux élections législatives, mais si c'est un seul parti qui a réussi à avoir 10%, mais c'est fini, et il obtient tous les sièges. Il n'y a pas de souci en cela, si tout se fait dans la transparence. Si le peuple estime que c'est le seul parti, donc ça veut dire que c'est le peuple qui a choisi librement, volontairement le parti. Ça veut dire que c'est ce parti-là qui doit porter les idéaux du peuple et faire en sorte que le pays avance. Les autres n'ont qu'à attendre une prochaine élection pour se préparer. Évidemment, ils attendront une prochaine élection pour se préparer. Ce sera un cas d'école, comme vous le dites. C'est peut-être une hypothèse extrême, mais il faut toujours en prévoir parce qu'on dit que la loi prévoit aussi pour l'avenir. Oui, il n'y a pas de souci en la matière puisque quand ça va se faire ainsi, les autres verront que véritablement, si vous êtes regroupés, si vraiment vous êtes un parti national, vous allez avoir de chances d'obtenir les 10%. Réellement, j'ai dit. Parce qu'il ne s'agit pas, parce que nous sommes là maintenant, beaucoup vont créer leur parti politique. Peut-être qu'ils vont encore continuer comme ils le faisaient par le passé. Ils vont rester à Cotonou ici, aller chercher, en étant à Cotonou, chercher 15 noms et mettre les gens pour créer le parti. Mais le vrai travail, c'est sur le terrain. Ouais. Ce n'est pas parce que vous avez créé le parti, que vous avez 15 membres fondateurs par commune, que vous avez fait le gros lot. Le gros lot, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on va mesurer votre poids. C'est sur le terrain qu'on verra si vous êtes vraiment un parti national. C'est ça le problème. Donc il ne faut pas... On ne s'amuse plus maintenant. Il faut plus... Il faut quitter... On ne s'amuse plus. On a quitté cette étape. Il faut quitter cette étape. Il faut beaucoup réfléchir. Et vous allez voir à côté de ça, je ne sais pas si l'ancien cautionnement qui est... Bon, le cautionnement en cours, il n'est pas encore parti, puisque le code est toujours d'actualité. Si vous devez payer 249 millions pour participer aux élections législatives et sortir bredouille, je pense que vous allez vraiment réfléchir et voir est-ce que vous pouvez continuer ou bien il faut fondre dans un autre groupe plus fort. Parce que c'est ça qu'on veut. Il y a des gens qui sont, puisque c'est une réforme, on leur permet quand même de rêver. Ceux qui disent, bon, moi j'ai les moyens, je peux. Voilà, mais il n'y a pas de problème. Tu peux créer ton parti, mais il faut aller sur le terrain, montrer que tu as la capacité de mobiliser autant d'électeurs, autant de Béninois autour de tes idéaux. Voilà un peu l'esprit. Donc, et je pense que le cas que vous avez évoqué va rester une hypothèse d'école et qu'il y ait au moins 2 ou 3 ou au plus 4 partis politiques qui puissent se partager les sièges. Bon, ça ferait du bien. Si on a 3 partis qui sont représentés ou 4, bon, ce serait très intéressant à l'Assemblée nationale. Nous tirons déjà vers la fin de cette émission, M. Ruyeva, vous qui faites déjà cette expérience de poste électif avec ce nouveau code. Il y a des candidats qui risquent d'être élus au départ dans la circonscription et qui, au final, ne pourront pas aller à l'Assemblée. Et de la même manière, il y en aura qui ne seront pas élus dans la circonscription, mais au final, puisque le parti a obtenu les 10%, ils vont se retrouver à l'Assemblée. Vous êtes dans cette posture. Est-ce que ce sera facile à accepter, nous connaissant, nous Béninois,
La loi, elle est là, aujourd'hui on en discute autour, mais dans la réalité, quand les cas du genre vont se poser, est-ce que nous ne créons pas encore une nouvelle polémique, une nouvelle crise? C'est totalement légal et légitime. C'est le choix de notre peuple. Ce choix est tiré du fait que nous avons choisi ensemble de faire de nos élus députés des élus nationaux. Vous ne verrez pas la même chose lorsqu'il s'agira d'une élection de proximité, d'une élection de conseiller local ou de conseiller communal. Donc il faut faire la part des choses. C'est déjà du statut de l'élection ou de l'élu qu'est tiré le fait qu'il ne s'agira pas pour vous d'avoir le maximum dans une commune pour aller représenter la nation. Et je vais vous dire, ce qui est demandé simplement, c'est de dire, vous ne pourrez pas aller parler de la nation si sur 100 Béninois, 10 n'acceptent pas que vous y allez. Mon cher ami, mais c'est un minimum. Au nom de Dieu. Et il ne faut jamais faire l'analyse à l'échelle locale et communale. Faites toujours l'analyse à l'échelle nationale et vous verrez que c'est même un minimum, un vrai minimum. C'est-à-dire, vous n'irez pas représenter les 6 millions de Béninois si sur 6 millions, je vais dire 600 000 ne soient pas capables de se reconnaître dans les propos que vous tenez là-bas. Et en réalité, c'est quoi les propos que vous tenez là-bas? Ce sont les propos du groupe qui vous porte. C'est les propos de votre parti. Donc en réalité... Et quand on se réfère au parti, c'est les militants. Exactement. On est en train de ramener la vision au niveau du parti et non le Nyewé. C'est-à-dire, on est en train de quitter le Nyewé pour dire c'est le Miwé. C'est-à-dire, c'est quoi le groupe qui est proche, qui est plus proche de ce que veut la population? C'est dans quel groupe la population se reconnaît le plus. Et c'est pour ça que je vous dis, ce sera avec plaisir. Si la population pense que les 83 personnes doivent sortir d'un groupe donné qui présente le meilleur programme d'action, attention. Il peut donner 8, à tout le reste et donner à ce parti-là seul 10, vous pouvez avoir 9,99. C'est-à-dire s'ils sont 9 au départ et que les 8 autres ont 9,99 et que c'est le seul là qui a 10, c'est que selon la nouvelle loi en cours d'être votée, c'est que c'est le seul qui a 10, qui envoie les représentants. Ça veut dire quoi? C'est dire, c'est le vrai sens de la démocratie. C'est le pouvoir de la majorité. C'est également quoi? C'est qu'en vérité, si ce sont les 83 de ce parti qui vont à l'Assemblée, c'est que c'est la vision du parti qui est le plus partagée par le peuple. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le peuple souhaite que les aspirations au niveau exécutif soient également les aspirations de ce parti. Parce qu'en vérité, entre l'exécutif et le Parlement, il y a ce qu'on appelle l'acceptation de la vision ou le changement de la vision. Si le peuple donne la possibilité à un parti d'être fortement représenté à l'Assemblée, c'est pour que ce soit la vision de ce parti-là qui puisse guider la vision de l'exécutif. Parce qu'aucun exécutif ne peut faire un programme d'action qui soit en incohérence avec la représentation nationale. Sinon, toutes ces lois seront bloquées. Toutes ces ratifications seront bloquées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si même le peuple, et c'est pour ça, c'est génial, l'idée même des élections générales. Vous voyez, on a assisté dans notre pays où, parce que dans notre pays, la seule élection qui permet au peuple de choisir la vision, c'est l'élection présidentielle. Mais il se peut que derrière l'élection présidentielle, le système électoral permet au peuple de faire d'autres choix qui aillent bloquer la vision présidentielle. Aujourd'hui, les réformes sont en train progressivement de ne plus prendre en otage le peuple. Le peuple qui choisit une vision, qui confie à un président, et qui après, par le jeu des systèmes de dominance d'une circonscription, il choisit des députés divergemment constitués, et arrivé là-bas, constitue des majorités qui bloquent le choix réel qu'il porte sur un individu, une personnalité. C'est tout ça qui aujourd'hui constitue le bénéfice des 10%.
Le bénéfice des 10%, c'est également la recherche de la cohésion nationale. Le bénéfice des 10%, c'est pour les partis l'occasion d'aller rechercher dans chaque coin du Bénin les fils et filles qui soient capables de porter. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui faisait aussi que les partis se retranchaient? C'est parce qu'ils ne se donnaient pas la peine, ils ne se donnaient pas le travail nécessaire d'aller dans tous les recoins, aller permettre aux autres filles et fils de ces coins-là aussi. Évidemment, il se fait sur cette faille qui était dans notre loi, qui permettait d'être au plan circonscription électorale. On n'a plus ça et c'est heureux. Nous devons encourager ça. Et nous, en tant que parti, je suis heureux que j'appartiens aujourd'hui à un parti qui du reste, pour l'instant, est celui qui porte majoritairement la vision du peuple béninois et qui, je pense, portera éventuellement, par le jeu de parrainage, le prochain président de la République. À la fin de cette émission, mais juste un dernier tour de table, juste en 1 minute chacun, un dernier mot pour conclure. Alors, le parti Bloc républicain est dans la dynamique de ne pas être la deuxième force, de devenir très bientôt la première force qui va porter le prochain président de la République. Mais je voudrais dire bravo au peuple béninois. Bravo à ce peuple digne, vaillant. Un peuple qui est désiré dans d'autres pays. Car la sagesse des Béninois dépasse ce qu'on attendait d'eux. Bravo au peuple béninois. Bravo au peuple béninois, oui. Bravo au peuple béninois. Et je pense que la réforme du système partisan, c'est un ensemble. Et il faut qu'à côté de ce code électoral qui va être adopté par le Parlement, qu'il y ait d'autres lois qui accompagnent également, notamment la loi sur le financement public des partis politiques. Vous voyez, c'est un paquet et c'est une cohérence. Quand on aura des partis forts, des partis d'envergure nationale, le contribuable va mettre la main à la poche pour dire prenez, fonctionnez, animez la vie politique. Ce ne sera plus une seule personne qui va sortir l'argent et imposer sa volonté, son dictat, mais désormais, ça va être les partis politiques connaîtront l'aide de l'État. Et c'est ça qui est intéressant. Et il faut vraiment aller dans ce sens pour que notre système partisan se porte mieux. Monsieur Rieva, juste en 30 secondes. Je suis fier d'être béninois et de plus en plus, ces derniers temps, je le suis davantage. Simplement parce que je sens que quand on veut, on peut. Je salue la classe politique de notre pays, avec à sa tête, naturellement, le chef de l'État, qui aujourd'hui nous conduit, malgré les difficultés, dans la seule voie de prospérité. C'est à l'actif des différents acteurs de la classe politique et c'est au bénéfice et au crédit des générations comme la nôtre et des générations futures. Merci au peuple béninois. Nous pensons qu'avec l'ensemble de ce package qui venait d'être rappelé, à savoir charte des partis améliorée, code électoral renforçant, financement des partis publics pour sécuriser tout ça, ce package permettra dorénavant à tous les Béninois et à toutes les Béninoises qui veulent venir en politique de venir de façon très sincère, de ne plus se cacher, de venir faire le combat et de gagner des élections dans la dignité et dans la fierté. Le chemin est en train d'être balisé pour que ceux qui désirent faire de la politique puissent s'y consacrer fortement. Vous l'auriez compris, nous avions discuté ce soir de cet article 242 nouveau qui, on l'a dit à l'entame, a sauté un des verrous. Merci à tous les invités qui ont, malgré leur décidé de sacrifier un bout de temps de leur agenda pour vous tenir compagnie, pour nous tenir compagnie. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.